parti. Alors, je reviens un peu en arrière. Euh, donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler beaucoup plus. Alors, ça va être beaucoup plus, beaucoup moins lourd et surtout peut-être beaucoup plus ouvert sur la façon dont vous voulez poser des questions éventuellement sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va le faire, est-ce qu'il y a des solutions possibles, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai pas mal de data, donc on va regarder un peu les choses. Je vous rappelle quand même les objectifs de base. Alors, j'ai un peu changé les choses par rapport à notre projection en fait. Donc, on avait parlé de ça, vous vous souvenez de ces trucs-là, pour celles et ceux qui étaient là. Donc en gros, on a une émission de tonnes par habitant qui est essentiellement liée à notre niveau de vie, de manière très très générale, d'accord. Et surtout, ça c'est nouveau, en fait, ça vient de sortir. Ceci, en fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et en fait, vous vous rendez compte que la moitié de nos émissions de CO2 sont liées à l'importation, d'accord. Pour une raison très simple, c'est que la France est une puissance électrique nucléaire, et que donc, grosso modo, on a un bilan carbone qui, sur notre territoire, est plutôt bas. Mais comme c'est un pays de l'OCDE, elle doit bien se nourrir a priori de marchandises en tout genre. Et majoritairement, comme on importe massivement de pays qui sont des pays à électricité carbonée, on a tendance à faire ça. Avant de continuer, je tiens quand même à préciser deux choses. Il y a un rapport qui est sorti juste la première semaine des vacances sur la trajectoire CO2 française. C'est le troisième rapport sur le sujet qui sort. Et pour vous montrer à quel point ceci justifie des décisions politiques, en fait, ce rapport prévoit 25% de transfert d'usage entre la voiture et le train d'ici 2030. 2030. Ça veut dire qu'il y a 25% du trafic automobile aujourd'hui qui doit disparaître pour aller sur les moyens de transport en commun. 25%. C'est beaucoup quand même. Donc ça, c'est une décision politique. Vous voyez, c'est pas vous, dans votre coin, qui vous dites, tiens, je vais construire des voies de chemin de fer tranquillement. Parce que bien sûr, vous pouvez décider d'arrêter de prendre la voiture, à condition que vous puissiez vous déplacer pareil, ou en tout cas de façon tout à fait similaire. Donc bien sûr, moi en tant que Parisien, ça me fait bien sûr bien rigoler, puisque je bénéficie du meilleur système de transport au monde, mis à part le transport japonais. Vous, moins. Voilà, c'est ça l'idée. Hein, et ouais, nous, oui, ok. En termes local, oui. En termes national, vachement moins. Les trains américains, c'est plus complexe déjà. Voilà. Donc je vous rappelle qu'en France, on doit réduire d'un facteur à peu près 5 nos émissions de gaz à effet de serre. D'accord, pour rentrer dans les clous, et qu'il y a un certain nombre de leviers qui en font partie. En particulier, on avait vu l'équation de Kaya, et donc ce dont je vous avais parlé avant les vacances, c'est ce qu'on peut faire d'un point de vue à titre individuel, d'accord, grosso modo, ce qui peut dépendre uniquement de vous-même et pas d'infrastructures, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national, voire au niveau international. Je tiens à vous préciser également que contrairement à ce qu'on lit beaucoup, la Chine a atteint son pic de production de CO2 en 2024 manifestement et est en train de devenir le champion incontesté toute catégorie de la décarbonation de son économie. D'accord. Comme d'habitude, quand les Chinois ils dessinent un truc, ils le font. Quoi. Voilà. Voilà, ça va être très brutal. Et à mon avis, s'ils continuent comme ça, ils vont avoir une électrification de leur automobile, de leur industrie, avant même que nous, on ait posé une éolienne à Melun-Sénart. Voilà. C'est la Chine, quoi. Bon, voilà. Oui, Après, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que le système politique chinois, qui est une dictature, est propice à des changements brutaux sociétaux? oui, on peut dire ça aussi. Tout à fait. Je ne vante pas le système politique chinois. En tout cas, tu me feras pas dire que je vante le système politique chinois. C'est pas uniquement le système politique. La Chine est un pays qui est habitué aux grandes décisions infrastructurelles depuis à peu près 2000 ans, quoi, globalement. C'est un truc qu'ils savent faire, quoi. Ils savent gérer un empire, quoi, à peu de choses près. La France, on ne sait pas très bien gérer notre propre Sénat, donc bon, c'est plus compliqué. Et on avait vu, et pour moi le seul truc intéressant, c'est qu'à titre individuel, la chose que vous pouvez faire, c'est jouer sur votre alimentation, puisque c'est le seul truc qui ne demande pas de choix collectif à large échelle sur le sujet. Même si, d'un point de vue strictement légal, il est souhaité et il a été proposé déjà à de nombreuses reprises de mettre des contraintes fortes sur la restauration scolaire, d'accord, etc., etc. Je pense que la restauration scolaire, c'est une très mauvaise approche parce que de manière générale, la bouffe est dégueulasse et associer le végétarisme à la bouffe de cantine, ça aide pas. Voilà, globalement, quand même. Voilà. Mais il serait de la même façon qu'on impose par exemple un certain nombre de réglementations, il serait tout à fait possible d'imposer aux restaurateurs français qu'il y ait un tiers de la carte végétarienne par exemple, ou non carnée, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pardon. Ce qui m'intéresse donc aujourd'hui, c'est d'abord de parler de ça. Il existe des évaluations qui sont faites en France de la capacité que nous avons en tant qu'individus à avoir un impact sur notre propre émission carbone en dehors de tout levier politique, d'accord, ou social. Donc en gros, on a deux scénarios. On a un scénario qui s'appelle le scénario héroïque. Alors scénario héroïque, ça veut dire que
L'intégralité de la population devient végétarienne, elle ne prend plus jamais la voiture, elle sait même plus ce que c'est qu'un avion. Elle achète local, elle recycle ses vêtements, enfin voilà, grosso modo. Donc des gestes qui sont extrêmement forts et qui sont en fait très compliqués à faire, non pas parce qu'en soi ils sont compliqués, mais parce que grosso modo ils demandent une adhésion hyper forte de l'ensemble de la population. Et que globalement, si vous le faites vous-même en tant que missionnaire, globalement vous allez vite vous sentir assez isolé par rapport au reste d'une population qui a priori en a grosso modo rien à foutre. Donc c'est pas des choses vraiment faciles à demander, mais globalement vous voyez que si vous faites ça, c'est-à-dire que même si vous décidez à titre, si la population française à titre individuel décide grosso modo de faire vraiment tout ce qu'il faut pour réduire son impact carbone, et bien grosso modo en fait vous avez réduit de 2,8 tonnes par personne par an votre impact carbone, alors qu'il faut, et il en manque 6 à faire. Donc le discours de dire que grosso modo on attend que la population se bouge le cul avant de faire des réformes infrastructurelles est un discours absurde. La population n'a pas les moyens techniques, décisionnels, seul en tout cas à titre individuel comme somme d'individus, de changer considérablement la donne. On fait 20% du problème, entre 20 et 30%, c'est beaucoup. C'est pas dire je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je dis juste que ceci ne suffit pas. Et donc à un moment donné, il faut que l'État commence à faire quelque chose. Si grosso modo vous faites un comportement non héroïque, qui est beaucoup plus intéressant, voilà, donc c'est celui-là, ce qu'on appelle le scénario modéré. Donc le scénario modéré, c'est grosso modo ce qu'on estime raisonnable de convaincre une grande frange de la population. D'accord? Il est probablement très simple de convaincre 10 ou 15% de la population française de faire des gestes extrêmement forts. C'est beaucoup plus intéressant de convaincre 80% de la population française de faire des gestes un peu moins costauds, globalement. Tout simplement parce que 80% c'est plus grand que 15%, beaucoup plus grand. Et donc si vous faites ça, en fait, vous réussissez à faire une baisse de 10% liée à la mobilité, majoritairement à l'alimentation, qui est toujours quand même le grand gagnant dans ce pôle-là. Vous réussissez derrière avec des leviers étatiques, en particulier la rénovation de tout ce qui est chaudière, isolation, etc. etc. Donc vous fournissez des aides d'État pour rénover le bâtiment. Si vous faites ça, vous avez 20% du process qui est fait par les individus, un quart à peu près, 25%. Et tout le reste, c'est à la charge de l'État. D'où le fait que, grosso modo, ce problème n'est pas un problème purement de comportement individuel, mais un problème de comportement collectif et politique. Et donc en particulier de, grosso modo, éviter d'avoir au pouvoir des gens qui pensent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Parce que c'est même pas des gens au pouvoir qui pensent que ça existe et qu'on en a rien à foutre. C'est des gens au pouvoir qui, grosso modo, pensent que ça n'existe pas, donc on aura encore plus rien à foutre. D'accord? Donc globalement, le principe est quand même qu'on a un gros travail à faire dans la décarbonation de l'industrie, la décarbonation de l'agriculture, etc. etc. D'accord? Et ça fait partie d'un certain nombre de décisions qui sont corrélées à énormément de choses, qui ne sont pas du tout infaisables techniquement ni législativement à partir du moment où on en a la volonté politique. D'accord? Donc ça, c'est le truc vraiment le premier truc dont je veux vous convaincre aujourd'hui. Tout discours exhortant uniquement à une modération des comportements individuels est un discours qui n'est pas du tout suffisant vu les objectifs qu'on a dans l'escarcelle. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts à titre individuel, ni se dire je m'en fous parce que de toute façon il ne se passe rien, donc moi je ne ferai rien, parce que 20% c'est pas négligeable, mais factuellement en fait il faut exiger de toutes les structures locales, régionales et nationales, et encore plus internationales, enfin toutes celles sur lesquelles on peut avoir un mode de pression plus ou moins fort, de grosso modo se lever le cul et commencer à attaquer le problème de façon un peu plus sérieuse que les divers clowns de ces 25 dernières années. Voilà, un peu de choses près, il faut être assez clair. Alors, un des rapports qui vient de sortir cette année qui est extrêmement sympathique, c'est aussi que ce débat est aussi un débat avec un contenu social extrêmement fort. Il s'avère que demander à faire des efforts à tout le monde est en fait relativement absurde, parce que factuellement, en fait, comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, les émissions de CO2 par personne sont essentiellement liées au pouvoir d'achat des individus eux-mêmes. Et ceci dans des proportions qui ne sont pas compensées par la rareté de ces individus-là. Autrement dit, ce n'est pas parce que les gens extrêmement riches ne représentent que 0,1% ou 1% de la population que leur bilan carbone est négligeable. Bien au contraire. Là, ce graphique, il est extrêmement brutal et vous voyez que ceci augmente énormément. Les 1% les plus riches de la population mondiale, d'accord, grosso modo, émettent à peu près un quart enfin plutôt 20%, entre 15 et 20% des émissions de CO2 tous les ans. C'est-à-dire que 1% de la population émet 25% du problème. Beaucoup plus grave, les 10% les plus riches de la population mondiale, dont peut-être certains parmi vous font partie. Donc alors je vous donne le tarif en France.
pour être dans les 10% les plus riches de la population française, enfin de la population mondiale, il faut en France gagner plus de 4500 euros mensuels. Donc il y a peut-être des gens parmi vous dont les parents font partie de ça. Les 10% les plus riches de la population mondiale émettent littéralement 50% des émissions de gaz à effet de serre. Littéralement. Et ensuite, le reste, voilà. Donc les gens, grosso modo, comme vous et moi, font probablement partie de cette catégorie-là, avec une hauteur plus ou moins forte, d'accord. Et le truc vert en bas, petite remarque, c'est 50% de la population. 50% de la population mondiale émet moins de 10% des gaz à effet de serre. D'accord? Donc bon, il y a un certain nombre de gens à qui on ne peut pas demander de faire les efforts. Demander de faire les efforts à l'Inde, par exemple, c'est débile. Les Indiens, majoritairement, ils sont là. D'accord? Ils n'émettent pas de gaz à effet de serre à titre très personnel, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas le niveau de vie ni le pognon pour acheter des trucs qui émettent des gaz à effet de serre. D'accord? Donc en particulier, le débat sur la redistribution de l'argent, le fait d'aller chercher l'argent où il est pour l'injecter dans la lutte contre le CO2 est un effet double. Vous empêchez les gens de dépenser de l'argent et d'émettre du CO2, et vous investissez ce même pognon dans le fait de lutter contre les émissions de CO2. Oui. En bas, vous avez marqué Bernard Arnault, c'est 7700 tonnes. Effectivement. Alors donc là, on peut regarder, un Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par an. Bernard Arnault, qui est le plus grand émetteur au monde, à titre individuel, Vous comptez quoi dedans? sa vie. Sa vie, c'est-à-dire ses actions? Sa vie à lui. Ah, sa vie à lui. Le fait de faire de se déplacer tous les jours en jet privé, à un moment donné, ça se voit quand même. Voilà. Pas ce qu'il a. Non, c'est comme pas ce qu'il a, juste lui à titre individuel. Donc là, on parle, là je vais être très clair pour le coup, là je fais un peu de propagande, mais là on parle de quelqu'un qui à titre individuel. Donc si je vous ai convaincu que le CO2 dans l'atmosphère c'est ce qui allait être le plus mortel pour l'humanité dans les 50 prochaines années, là on a un mec qui à titre individuel est littéralement un criminel de guerre. Littéralement. C'est quelqu'un qui à titre individuel va être dans le bilan global responsable de dizaines de milliers de morts. Si on fait la part, si on estime que grosso modo, dépasser les 4 degrés sera responsable de la mort d'une surmortalité de 1 milliard de personnes, vous pouvez calculer la part de ce gugus dedans. Et la part de ce gugus dedans sera probablement 1%. Voilà. C'est ça dont on parle. On parle de gens qui, à titre individuel, peuvent être, si on fait un décompte un peu débile comme ça, responsables, par leur confort personnel, de la mort ultérieure de centaines de milliers, voire de millions de personnes, tout seuls comme des grands. Juste parce que monsieur décide que faire un Paris-Toulouse en train, c'est trop long. Mais que c'est mieux en jet privé. Ou que c'est mieux de passer ses vacances sur un yacht qui fait littéralement 250 000 tonnes, etc. etc. D'accord? Donc, petite remarque vu le débat financier actuel dans ce pays, laisser de l'argent à ces gens-là est doublement criminel. Voilà. Musk, c'est un écolo à côté, quoi. Il est que à 6 000 tonnes par an. Bon, admettons. Ok, voilà. D'accord? Donc vraiment, il faut bien que vous compreniez. Et effectivement, on parle de deux personnes là. On parle de gens qui représentent 0,1% de la population mondiale, mais qui ont des émissions qui sont largement au-delà de leur facteur en termes d'émissions. D'accord? Oui. Bernard Arnault, c'est 6 000 tonnes par an. Bernard Arnault, c'est 7 700 tonnes par an. Un Français, c'est 10. Mais c'est normal. Bernard Arnault gagne autant de pognon que... Enfin voilà, c'est... D'accord? Et petite remarque, dernière mythologie que je vais attaquer à coup de marteau, vous avez peut-être entendu parler de la compensation. La compensation, c'est le discours de Elon Musk. Je vous rappelle que Elon Musk est tellement débile qu'il a quand même proposé un prix de 10 millions, de 10 millions à toute personne qui inventerait un dispositif stable pour capter du CO2 de façon durable. D'accord? Le mec est à deux doigts d'inventer les arbres, quand même. Hein, voilà, c'est incroyable. Donc ces gens-là étant d'une stupidité et d'une arrogance extrême, il va falloir qu'on parle un peu de est-ce que c'est possible de faire de la compensation carbone. Autrement dit, est-ce qu'on est capable de retirer du CO2 de l'atmosphère pour le transformer en matière solide. D'accord? Alors en fait, c'est assez cool parce qu'effectivement la Terre a inventé ça depuis hyper longtemps, ça s'appelle des arbres, c'est absolument incroyable, d'accord? Technologie de ouf, de pointe, d'accord? Voilà. C'est quantique, vous inquiétez pas, voilà, ça va bien se passer. Et donc l'idée est la chose suivante, vous avez un truc qui s'appelle la compensation. Alors la compensation c'est simple, c'est vous prenez une entreprise qui émet du CO2. Alors là c'est pire que ça en fait, en vrai c'est une entreprise qui a l'intention d'augmenter ses émissions de CO2, pour le transport aérien en l'occurrence, c'est comme ça que ça se passe. Et ils disent, vous inquiétez pas, nous on va faire de la compensation.
Alors on va faire la conversion, ça veut dire quoi en vrai? Ça veut dire qu'on va donner de l'argent à une association qui plante des arbres. Et la quantité de pognon qu'on va donner à cette association qui plante des arbres est fonction de quantité de CO2 en plus qu'on va rajouter à partir de maintenant. D'accord? Vous commencez déjà à voir les sbroufs. D'accord? Voilà. Ok. Alors, mais on peut dire que c'est sérieux, cette histoire. Moi, ça me fait beaucoup rire de prendre des trucs pas sérieux puis de les considérer comme sérieux. Prenons un hectare de forêt. Donc un hectare, vous voyez ce que c'est? Ça fait 10 000 mètres carrés, d'accord, globalement. Hein. Un hectare de forêt en remplacement agricole. Donc vous prenez une surface agricole actuelle et vous foutez de la forêt à la place. D'accord? Ça, c'est vachement bien parce qu'on sait combien ça absorbe. Ça absorbe 2 tonnes de CO2 par an. Je vous rappelle que c'est 10 tonnes par Français par an. Donc déjà, pour compenser le truc actuel, il faut donc qu'on plante littéralement 10 hectares de forêt par Français. Ça sent pas beaucoup comme ça, mais il y a beaucoup de Français quand même, globalement. D'accord? Voilà. Alors, et ça pendant un siècle, parce qu'au bout d'un siècle, la forêt est trop vieille, donc elle absorbe plus de CO2, les arbres grandissent moins, donc il faut tout raser et tout recommencer. Mais bon, un siècle, ça va assez long, on s'en fout. Donc maintenant, on va faire les petits calculs. Je vous rappelle qu'à l'arrivée, si on a fait tous les efforts possibles, c'est-à-dire là, je ne parle même pas de la compensation carbone, genre on continue comme des bêtes et on compense avec des arbres. Je dis, on a fait le boulot. On a réduit nos émissions de CO2 à des émissions acceptables. Ça veut dire que donc, on a 15 gigatonnes de CO2 par an à compenser. Heureusement, il y a déjà de la forêt, c'est ça qui est cool. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on plante 7 milliards d'hectares. Il faut qu'il y ait 7 milliards d'arbres, 7 milliards d'hectares d'arbres qui font ça. Ça, c'est pour compenser le truc. La surface agricole mondiale actuelle, c'est 4,9 milliards d'hectares. Et la surface des terres émergées, 51 milliards d'hectares. Ça, c'est juste pour vous donner une comparaison. Donc, quand on va réduire, les forêts actuelles suffisent à compenser. C'est ça dont on parle. En les entretenant bien et en arrêtant de les dézinguer dans tous les sens. Parce que quand même, c'est ça l'idée. Ce qui, par ailleurs, en Europe est fait. Je vous rappelle que la surface forestière en Europe, globalement, augmente d'environ entre 2 et 5% tous les ans. C'est pas exactement le cas du Brésil, par exemple, hein, voilà, qui dézingue grosso modo 10 fois plus que ce que nous on plante. Tout simplement parce que couper un arbre, ça va quand même vachement plus vite que de le faire grandir. Voilà. Petite remarque, si jamais on ne fait pas de compensation et qu'on reste comme ça veut dire que grosso modo on a 45 milliards de tonnes par an, il suffit de multiplier tout ça par 3. Autrement dit, ça signifie qu'en fait, il vous faudra littéralement 21 milliards d'hectares d'arbres à planter, c'est-à-dire littéralement 4 fois la surface agricole actuelle, d'accord? Et a priori, la moitié de la surface des terres émergées recouvertes de forêt. Alors ça, vous dites, ouais, ça va, sauf que la dernière fois qu'on a planté des chênes dans le Sahara, ça s'est pas super bien passé. Pas pour le Sahara, hein, qui lui s'en porte très très bien, d'accord? Mais grosso modo, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, si vous bouclez l'intégralité des entreprises qui demandent à faire de la compensation carbone aujourd'hui, vous pouvez tomber sur une surface qui est plus grande que celle de la planète Terre, océan comprise. Et planter des chênes dans l'océan Atlantique, ça marche encore moins bien que dans le Sahara, globalement. Donc la compensation carbone est une mythologie si vous faites que ça. La compensation carbone est un levier qui sera extrêmement utile à mettre en œuvre une fois que vous avez ça, une fois que vous avez fait le boulot. Concentrez-vous un peu. L'idée est donc relativement simple. Ce dont j'ai essayé de vous convaincre jusqu'à présent, c'est la chose suivante. Dans le chemin qu'on a à prendre collectivement à partir de hier, aucune des options n'est négligeable. La sobriété n'est pas négligeable, la tech n'est pas négligeable, la compensation n'est pas négligeable. Les trois devront être mises en œuvre. Toute personne qui dit que l'une permet d'éviter les deux autres raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Ou alors, on ne tient pas les objectifs et on s'en fout. Voilà. Mais si vous mettez, on tient les objectifs de réchauffement climatique et grosso modo, on compense les deux avec les uns, ça ne marche pas. Oui. Dans la technologie, est-ce que vous incluez l'IA dedans? L'IA je ne vois pas en quoi l'IA réduit les émissions de CO2. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on pourrait utiliser l'IA pour réfléchir sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que Non mais, on peut utiliser l'intégralité des outils humains à disposition pour réfléchir sur le réchauffement climatique. Sauf qu'en fait, le réchauffement climatique n'est pas un problème compliqué. C'est pas vrai en fait. Le réchauffement climatique n'est pas un problème compliqué à résoudre. On sait exactement comment on produit du CO2, on sait exactement comment on absorbe du CO2, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de mettre une IA sur le sujet. D'accord? Et factuellement, il faut arrêter ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Internet pour faire ça aussi, on peut utiliser les calculistes pour faire ça. Il faut être relativement clair. Moi, je me souviens de l'émergence d'Internet, si vous voulez. D'accord? J'avais votre âge. Alors, Internet, on a dit c'est génial, on va pouvoir mettre la connaissance humaine en collectivité, tout le monde va devenir un show et tout. Aujourd'hui, Internet, c'est un outil d'abrutissement de la population, globalement. C'est dommage parce que c'est un super outil par ailleurs.
Mais majoritairement, Internet, ça sert à faire du streaming, de la pornographie et de la propagande. Pour 80% de ses usages. Et des chats qui jouent avec des concombres éventuellement pour les plus fétichistes d'entre vous. Voilà, bon, ok, super. L'IA fait exactement la même chose. Avec les mêmes topics. Voilà. Tout simplement parce qu'on utilise en IA ce qui se vend. Ce qui rapporte de l'argent. Voilà, terminé. Oui. D'accord. La sobriété, c'est d'arrêter de consommer autant qu'on consomme maintenant. Voilà. Que ce soit d'un point de vue individuel ou l'organisation collective de ça. Et dans la sobriété, si vous voulez, il y a des choses qui ne sont pas... par exemple, remplacer un Paris-Toulouse en avion par un Paris-Toulouse en train, c'est pas un truc hallucinant, quoi, globalement. Et il y a énormément de choses qui ramèneraient la France à une situation que moi j'ai connue quand j'étais gamin, par exemple. C'est pas l'espalage de pierre, je veux dire. Le fait que, par exemple, il n'y ait plus de trains en France, c'est un truc nouveau. Moi, j'avais à peu près entre 2 et 3 fois plus de voies ferrées que vous. Et quand je dis moi, encore une fois, je ne suis pas contemporain de Cléopâtre. D'accord. Globalement, il y a des endroits où, quand j'avais votre âge, on pouvait aller en train et en bus, où aujourd'hui, c'est impossible. C'est juste, c'est pas compliqué, c'est impossible. Il n'y a plus de train, plus de bus. Donc, tu vois, c'est pas revenir à un truc... voilà. Et c'est faire des choix. Je rappelle encore une fois que le quoi qu'il en coûte, en tout cas le bouclier énergétique mis en place post-Covid, a coûté 100 milliards d'euros à l'État français. 100 milliards d'euros, c'est le prix de l'infrastructure ferroviaire aujourd'hui en France. C'est-à-dire que si on avait dit, ok, vous allez manger, vous allez payer de l'essence chère, mais l'essence qu'on économise, on le paye pour développer du train et des solutions alternatives, ce qui quand même à long terme est plus intelligent. D'accord. Parce que nous, on n'a pas le luxe de faire l'OPA sur le Venezuela, même si par ailleurs c'est une très mauvaise opération d'un point de vue pétrolier, mais ça c'est autre chose. Globalement, on n'aura plus de pétrole dans 20 ans, donc t'as rien va. Mettre des trains, c'est pas débile, en dehors du réchauffement climatique. Voilà. Oui, Simon. Et donc vous disiez que nous, à titre personnel, on peut réduire de 10 à 15 voire même 20%. 20%, ouais. Après, c'est à l'État de faire mettre. Mais est-ce que, on parle souvent de la dette de la France et tout, est-ce que l'État a les sous nécessaires pour mettre en place toutes ces infrastructures et tout? Alors, je vais répondre avec mes opinions politiques pour le coup. Là, il y a du red flag full, d'accord. On est parti. La France n'est pas endettée. C'est une mythologie. La France est un pays, et la France ne rembourse, et tout simplement parce que la France ne remboursera jamais sa dette comme la quasi-totalité des pays souverains qui peuvent lever l'impôt. C'est-à-dire le plein pot. En gros, la France peut lever l'impôt sans aucune forme de problème. Elle n'a pas besoin d'envoyer des milices dans les trucs pour lever l'impôt. Donc, la France est endettée largement en dessous de sa capacité à lever l'impôt, d'accord, sans aucune forme de problème. Et je vais être extrêmement clair, le déficit actuel de la France est essentiellement lié à un problème de gestion qui consiste de la façon suivante. Ça fait 30 ans, depuis que je suis né, un peu non, 40 ans depuis que je suis né, que grosso modo la politique budgétaire française consiste à limiter les entrées. À baisser ses entrées systématiquement. Voilà. Et donc au bout d'un certain temps, c'est pareil, tu vois. C'est comme si moi demain je disais, bon ben en fait, moi j'en ai marre, j'arrête de bosser. Voilà. Et après, au bout de 10 ans, je me dis, putain, c'est marrant quand même, j'ai plus de pognon pour faire des trucs. Bah oui, j'ai plus de pognon, j'ai plus de salaire, donc forcément. Mais la France est gérée comme ça. La France est gérée comme ça. Il y a un rapport par an qui raconte, vous prenez le dernier rapport sur les niches fiscales par exemple, quoi. On parle littéralement de 211 milliards d'euros annuels perdus quand même. D'accord. Enfin, c'est absolument surréaliste, je veux dire. Ouais. La France est un pays qui, depuis 20 ans, n'a qu'une seule doctrine budgétaire qui est si on veut que la France marche mieux, alors il faut que les entreprises et les gens très riches ne payent pas d'impôts. Or, la seule façon qu'a un État de gagner de l'argent, pas les millions, c'est l'impôt. C'est pas compliqué, voilà. Et là, vous pouvez faire des comparaisons sur les taux d'imposition dans les années 50 par rapport aux taux d'imposition aujourd'hui. C'est juste hallucinant. Et la seule conséquence de ça, c'est un appauvrissement général de la population et un enrichissement de ceux à qui on ne va pas chercher, qui ont plus que du pognon. Je vais quand même vous donner 2-3 percils historiques. Aujourd'hui, quand un mec se pointe en disant « Ok, on va prendre les 100 personnes les plus riches en France et on va essayer de prendre 2% de leurs revenus. 2% de leurs revenus. » D'accord. Moi, ma compagne, elle est cadre supérieur dans une grosse boîte. Elle est imposée à 25%. D'accord. C'est ça dont on parle. D'accord. Donc, aller chercher 2% des gens dont les revenus sont de l'ordre de la dizaine de millions d'euros, moi, personnellement, ça ne me semble pas un truc hallucinant. Je ne comprends même pas comment il peut y avoir un débat sur le sujet. D'accord. Je vous rappelle que quand moi je suis né, à peu de choses près, 3 ans plus tard, d'accord, en 1981, il y avait un programme. Parce qu'il y avait un parti, qui s'appelait le Parti communiste à l'époque, qui existe encore, mais ce n'est pas exactement le même. Et le mec,
qui s'appelait Georges Marchais à l'époque, disait la chose suivante. Ça, c'était son programme d'impôt. Au-delà de 7 millions de francs, je prends tout. C'est-à-dire que toute personne qui gagne au-dessus de 7 millions de francs, sproche. Tout ce qui dépasse est imposé à 100%. Ça, c'était la doctrine d'impôt de l'époque. C'est pas, ah, mais 2%, peut-être que c'est un peu limite, quoi. C'est genre, sblatch. Voilà. Mbappé, sblatch. Allez, boum, il gagne 7 millions. On s'en fout. C'est pas absurde, hein, par ailleurs. Voilà, etc., etc. Donc, si tu veux, la doctrine fiscale française, ça fait 20-30 ans qu'on dit... Dans ce cas-là, toutes les personnes à fortuner vont fuir la France. Mais qui se barrent, ces gens? Qu'ils arrêtent de polluer la planète. Je veux dire, non, mais vraiment, à un moment donné, il faut arrêter avec ça, en fait. Et le principe est ça. Je veux dire, toi, par exemple, ou tes parents, probablement, ils sont imposés. Ils sont imposés à une hauteur qui est ce qu'elle est, en fonction de leurs revenus. Tu te dis pas, putain, ils vont se barrer ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est pas un problème, hein. Je veux dire, à un moment donné, et par ailleurs, faire des exilés fiscaux, ça existe quand tu veux être un peu dur, hein. Tu sais, tu peux déchoir les gens de leur nationalité aussi, ça marche bien, ça. Tu peux déchoir les gens de leur nationalité, par exemple, pour non-paiement d'impôts. Ça marche, ça. Parce que il y a un scandale comme ça tous les 6 mois de tous les gens qui sont exilés fiscaux à Dubaï, mais qui viennent se faire soigner en France parce que c'est quand même un peu mieux, quand même. Hein, puisque c'est gratuit. Voilà. Donc, tout ce genre de choses, c'est des décisions politiques, c'est des vraies décisions. Et c'est pas la dette française n'est pas une dette subie, c'est une dette choisie, à un moment donné. Et moi, je suis désolé, hein, la dette est un... Et le truc, je pense qu'au-delà de ça, qui sont mes propres positions personnelles, mais au-delà de ça, il y a un truc qui est très important. Il faut bien faire la distinction entre deux choses. Les problèmes qui sont des problèmes générés par les êtres humains eux-mêmes, d'accord? C'est-à-dire les problèmes monétaires. En gros, les êtres humains produisent de l'argent, ils gèrent de l'argent, ils le gèrent comme ils veulent, mais tout ceci est un problème humain, c'est un problème réglable. C'est un problème que, grosso modo, qui est soluble par des règles. Tu peux changer les règles. Et des trucs qui sont des problèmes physiques. Absorber du CO2, c'est compliqué parce que l'énergie de liaison de la molécule de CO2 est très élevée. Ça, c'est pas un problème humain. Je ne peux pas dire, ok, demain je fais une loi pour réduire l'énergie de liaison de la molécule de CO2. Je peux pas le faire. Et je pense qu'il est très important dans ce débat de hiérarchiser les contraintes qui sont les contraintes physiques réelles et les contraintes qui sont les contraintes humaines. C'est pas le même niveau de négociation, en fait. L'humanité qui négocie entre elles, elle négocie entre elles. Voilà, point barre. Mais négocier avec la nature, c'est plus compliqué, de manière très générale. Donc, je veux bien qu'il y ait la dette, qu'il faille gérer les trucs, qu'on puisse pousser les curseurs dans tous les sens, mais pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment une inversion de valeur. C'est une inversion de priorité. C'est pas, ah zut, voilà les moyens qu'on a. Est-ce qu'on peut mettre des pansements sur une situation qu'on ne contrôle plus? Ou c'est, on a une situation qui va devenir incontrôlable, quels sont les moyens qu'on se donne pour la régler? Et quand on a la puissance régalienne de l'État français, enfin, je vois pas où est le problème. Et enfin, aux États européens, il n'y a pas que l'État français, je veux dire. Enfin, à un moment donné, la puissance du législateur, c'est pas rien quand même. Faut bien comprendre ce que c'est que être face à un État constitué. Là, je parle de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont force de loi, ont force régalienne de loi. Faut bien que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça signifie qu'à un moment donné, les gens qui ne respectent pas la loi, on a le droit de leur cogner dessus quand même. C'est ça, avoir force régalienne de loi. D'accord? On peut apprécier à sa juste valeur la violence d'État, mais dans le principe, c'est ça l'idée quand même. C'est qu'à un moment donné, si collectivement les pays de l'OCDE décident que les taux d'imposition reviennent à ceux des années 80, bah, ok, bah, les Ultraïch, ils iront dans les îles Caïmans, puis ils vont se faire chier, quoi. Et puis après, on exproprie leurs usines, et puis terminé, quoi. Et ça se passe comme ça, je veux dire. Il y a un moment donné, l'expropriation, ça existe, c'est même dans la Constitution. Hein. Exproprier des gens pour le bien collectif, ça existe. Voilà, terminé, au revoir. Franchement, tu vois, je dis pas qu'il faut le faire, hein. Mais à un moment donné, moi, un mec comme Bernard Arnault me dit, ok, bah moi je me tire parce que j'en ai marre de payer les impôts en France, ok, pas de problème, déchéance de nationalité, expropriation de toutes ces propriétés sur le territoire français. Au revoir. Voilà, très bien. Tu veux pas jouer, non mais, tu veux pas jouer avec du jeu, tu joues pas avec du jeu. C'est comme si moi je voulais jouer au foot avec vous, puis je dis, ouais, mais moi j'ai le droit d'utiliser les mains et un flingue. Bon, bah vous avez pas joué avec moi en fait. Enfin, voilà, c'est la même chose. Même plus. À un moment donné, c'est ça l'idée. C'est qu'on a un problème grave à résoudre et que j'en ai marre que, grosso modo, on prenne des arguments qui ne sont pas des vrais arguments contre un problème qui est extrêmement grave, dans le principe. Et je ne parle pas de l'intégralité de tous les autres problèmes, par ailleurs. Voilà. Ok, on est parti. Alors, les deux enjeux qu'on va avoir, alors on a parlé beaucoup, mais c'est pas très grave, sont les suivants. En fait, si vous voulez que la société française ou une société de type OCDE continue de fonctionner, il vous faut deux choses, de l'électricité et du transport. D'accord?
Or, en France en particulier, mais en Europe de manière générale, le transport reste une des parts les plus importantes du CO2. D'accord ? En France, l'électricité est majoritairement décarbonée en raison du nucléaire, à cause de ce graphique-là. Mais globalement, le choix qui est fait en Europe de manière très générale, c'est surtout celui-là, le choix de faire du gaz en complément des photovoltaïques et de l'éolien. Donc dans le principe, si vous voulez, il faut comprendre ce truc-là. Comme je vous l'ai expliqué il y a plein de temps, si vous parlez uniquement de la production électrique, vous constatez un truc qui est peut-être pas forcément familier pour vous, c'est qu'en fait, on n'a fait que augmenter la part du CO2 dans la production électrique, la part du charbon dans la production électrique. En fait, vous voyez que le charbon est aujourd'hui quasiment est le principal producteur d'électricité dans le monde. D'accord ? On construit des centrales à charbon à fond, comme ça. Et qu'en fait, si vous prenez uniquement les produits carbonés, à savoir charbon, gaz et pétrole, vous constatez que grosso modo, vous avez plus de la moitié de l'électricité, je ne parle même pas des voitures là en l'occurrence, hein, plus de la moitié de l'électricité mondiale qui est produite en brûlant des produits carbonés. Donc ça paraît pas, c'est beaucoup. Et l'idée, c'est qu'il faut supprimer tout ça et le remplacer par des énergies décarbonées. Donc là, on a un petit problème de chiffres. Encore une fois, vous avez vu que j'aimais bien les chiffres. On est reparti. Donc, grosso modo, les énergies carbonées aujourd'hui, c'est 60% de la production électrique. Si vous voulez remplacer les énergies carbonées par tout le reste, ça signifie qu'à production électrique constante, il faut que vous multipliez par 2,5 tout le reste. Multipliez par 2,5 les barrages, multipliez par 2,5 les éoliennes, multipliez par 2,5 les panneaux solaires, multipliez par 2,5 le nucléaire. Si vous pouvez faire plus qu'un facteur 2,5 sur 1, vous avez gagné sur le reste. D'accord ? Ça paraît pas, c'est pas simple. Multiplier par 2,5 par exemple les centrales nucléaires, c'est pas évident, parce que ça ne se construit pas en 2 coups de cuillère à peau une centrale nucléaire. Au contraire, l'éolien, le solaire, vous pouvez multiplier par des facteurs beaucoup plus grands, tout simplement parce qu'il y en a très peu, et factuellement, ça s'installe très facilement. Les barrages, ça dépend des régions. En Europe, c'est fini, tout est occupé. En Asie, encore, et en Afrique centrale, il y a énormément d'endroits où on peut encore mettre des barrages extrêmement gros. Il y a des fleuves qui sont très très importants là-dedans. Donc ça va dépendre des lieux. Mais dans le principe, on a quand même déjà un problème de contrainte technique. Sauf qu'aujourd'hui, la production électrique ne fait qu'augmenter. Donc si vous faites le même calcul, mais que vous continuez à avoir une augmentation de l'électricité de 7% par an, comme c'est le cas actuellement, ce n'est pas un facteur 2,5 qu'il vous faut, c'est un facteur 19. Et or, multiplier des technologies par 2,5 est un truc qui est compliqué, mais envisageable. Faire la même chose, multiplier les barrages par 19, ça paraît trop et les fleuves quand même, hein. Multiplier les centrales nucléaires par 19, il va falloir se lever très 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 tôt. Et même les énergies renouvelables, les multiplier par 19, ça ne va pas être rien. Donc en fait, dans le principe, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il va falloir également trouver une solution pour remplacer la production électrique carbonée, mais également de maintenir la consommation électrique constante. D'où le fait que le développement fort de data centers, de streaming et d'IA, etc., me semble pas la meilleure des options aujourd'hui. D'accord ? Encore une fois, si on a l'électricité limitée, moi j'ai aucun problème avec les gadgets. Mais là, on est un peu plus contraint. D'accord ? Donc ça, voilà. Donc grosso modo, que ce soit dans le monde ou en France en particulier, il est impossible d'avoir une transition à consommation constante. Donc, il s'avère qu'il y a un superbe document que je vous invite à lire, là c'est un petit résumé, qui s'appelle Horizon 2050, qui est l'intégralité des acteurs de la filière, qui sont mis autour d'une table il y a à peu près 3-4 ans, et qui ont essayé de miser une perspective sur l'électricité et le transport en France. Grosso modo, les deux pôles énergétiques forts en France. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, alors ce que vous ne savez pas, c'est qu'on consomme 1600 TWh d'énergie par an, tout compris, d'accord ? Mais surtout que quasiment, 75% de cette, enfin un peu moins que ça, 60% de ce truc-là, est en fait du pétrole. En fait, vous êtes un peu trop jeune pour avoir eu la propagande d'EDF pendant toute votre enfance sur le fait que l'électricité est nucléaire, tout ça. Mais en fait, l'électricité représente une fraction faible de l'énergie qu'on consomme. En fait, la quasi-totalité de l'énergie qu'on consomme, c'est les voitures. Voilà, ouais. Pourtant, moi, je me souviens dans mon manuel en 6ème, carrément, qui disait que c'était 80-85%. De l'électricité, oui. Qui venait du nucléaire. De l'électricité, oui. Mais sauf que l'électricité représente que 25% de l'énergie que tu consommes. En fait, la quasi-totalité de l'énergie que tu consommes, c'est les transports. Et ça, c'est pas électrique. Enfin, les transports, la voiture, quoi, globalement. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, ça donne un faux prisme si vous pensez qu'il n'y a que l'électricité comme énergie. D'accord ? En fait, majoritairement, l'essence, c'est aussi de l'énergie. Et donc, majoritairement, si vous voulez maintenir tout ça, vous avez deux problèmes. Oui, je t'écoute, Maël. Alors ça va, on peut en parler, on va en parler, c'est ça l'idée. Mais je vais te montrer le chemin de crête. La perspective est la suivante. On va essayer de réduire
de quasiment d'un facteur 2 la consommation électrique française. On va passer de 1600 TWh, enfin la consommation énergétique française. On va passer de 1600 TWh à 930 TWh. D'accord? En augmentant la part électrique et en essayant de remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques à horizon 2050. Autrement dit, vous prenez ce truc-là, je sais pas où est ma flèche, et là, vous prenez ce truc-là, vous transformez tout ça en électricité et vous divisez tout par deux. Alors, c'est un tout petit peu moins dur qu'il n'y paraît, tout simplement parce que le rendement d'une voiture thermique, c'est 30%, alors que le rendement d'une voiture électrique, c'est de l'ordre de 80%. Donc on gagne un facteur 2, 2,5 là-dessus sur le sujet. Donc un remplacement 1 pour 1 permet déjà de consommer beaucoup moins d'énergie en tant que tel. D'accord ? Néanmoins, vous voyez qu'on a un chemin de crête qui est assez compliqué. C'est à la fois l'électrification des usages. Et pour ça, il est beaucoup plus intelligent d'avoir des trottinettes électriques que des voitures électriques. Il est aussi plus intelligent d'avoir des voitures électriques légères que des voitures électriques lourdes, etc., etc., d'accord ? Parce qu'en fait, chaque pourcent qu'on gagne sur ce truc-là est en fait du confort gagné pour la population à terme. C'est vraiment ça dont on parle. Oui, je t'écoute. Oui, pour les voitures électriques, on va pas avoir des problèmes au niveau des métaux rares qu'il faut. Alors, on va avoir des problèmes pour les voitures électriques. Le remplacement 1 pour 1 d'une voiture thermique pour une voiture électrique est une mythologie à peu de choses près. Alors, il y a assez de métaux pour faire ça. Le plus gourmand, c'est le cuivre, majoritairement. Mais on a un problème avec le lithium, d'accord ? Parce que, grosso modo, si on veut remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques en France, on va consommer 2,1% du lithium mondial, alors que la population française, c'est 1%. Donc, globalement, si on estime que les ressources doivent être uniformément réparties dans la population mondiale, ça ne marche pas. D'accord ? Voilà. Mais c'est pareil. Par contre, si tu décides que, grosso modo, tu vas mettre des trains et des vélos plutôt que des voitures, tu gagnes considérablement sur le problème. Ouais. Ça marche pas d'utiliser d'autres métaux alcalins pour. Ben, le problème, moi je veux bien utiliser d'autres métaux alcalins, mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec vos camarades. On utilise tout là. Il n'existe aucun élément de cette classification qu'on n'utilise pas dans l'industrie. Bon bah. Par exemple, il y a plus de sodium que de lithium sur Terre. Oui, mais sauf que le sodium ça marche pas quoi. Voilà, c'est tout quoi. Ça marche pas. Et donc à un moment donné, on va aller chercher les réserves de l'intégralité de tout. En fait, c'est pas compliqué. Donc, le problème c'est ça en fait. Quand je parlais de contraintes physiques tout à l'heure, pousser les limites, il faut autant qu'elles soient poussables. Voilà, terminé, au revoir. Et ça se négocie pas. Vous pouvez pas négocier et rajouter une ligne sur la question périodique. Vous pouvez pas réunir les parlementaires pour dire bon allez là, changer les règles du jeu, rajouter un peu des trucs. Vous pouvez pas, on n'est pas au Monopoly quoi, d'accord ? Ouais. Non, les éléments se fabriquent pas. Enfin si, les éléments se fabriquent, mais avec des coûts énergétiques délirants quoi, globalement. Pour fabriquer les éléments, il faut qu'une étoile se transforme en supernova si tu veux. Tu fais ça sur Terre, bon. Alors c'est vrai qu'on a résolu plein de problèmes. Hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais non. Dans le cœur d'une supernova, c'est la première réaction, c'est la première suite le lithium, majoritairement, c'est ce qui se forme en premier après l'hélium. Donc ça se forme avec le flash de l'hélium. Donc qui est la première explosion à la fin de vie d'une étoile. Et après, tu fais du carbone. Voilà. Donc non, fabriquer des éléments, c'est hyper énergétique. C'est très énergivore. Ça, vous oubliez ça. Et c'est pareil, vous oubliez pas parce qu'on n'a pas la techno. Hein. Vous oubliez parce que l'énergie impliquée, elle est comme ça, point barre. Il faut injecter tant d'énergie pour faire ça. Et c'est pas négociable, c'est pas on va inventer une machine de ouf, non, c'est point barre. D'accord ? Alors, voilà la trajectoire électrique française aujourd'hui. Et grosso modo, on voit qu'on est en décrue énergétique, pardon. On est en décrue de l'énergie globale, donc là on est ici. Et le but du jeu va être de continuer cette diminution qui est amorcée depuis à peu près 2005 et de réduire à zéro l'intégralité des trucs carbonés, tout en compensant le fait que le parc nucléaire actuel en jaune se casse la gueule, forcément, ça vieillit. Et donc il nous reste à remplir cette petite zone rouge, et ça c'est les grands enjeux au niveau énergétique pour l'ingénierie, en tout cas c'est ça auquel vous allez être confrontés. C'est qu'est-ce qu'on fait, d'accord ? Je vais aller rapidement sur les divers scénarios, mais grosso modo, la trajectoire française actuelle, attendez, je vais le faire comme ça, la trajectoire française actuelle est composée de tous ces éléments-là. Donc, vous allez avoir a priori 118 gigawatts en puissance installée de solaire, ce qui représente à peu près 300 hectares par an. Je débunk en même temps. Les éoliennes, oui c'est moche, oui ça se voit de loin. Ok, on s'en fout, c'est le seul argument intéressant sur les éoliennes, c'est-à-dire que dalle. D'accord ? Les routes et les bâtiments, en fait, grosso modo, croissent aujourd'hui de 20 000 hectares par an.
Donc les éoliennes et l'occupation au sol, c'est extrêmement faible par rapport à l'augmentation du paysage urbain. À l'arrivée, on retombe sur une occupation de 200 000 hectares à comparer avec les 100 millions d'hectares pour les villes et les 1,5 million d'hectares pour les routes. D'accord ? Et par contre, effectivement, le problème du solaire, c'est que c'est 10% de la production d'aluminium française. Mais c'est pareil, c'est pas un problème, parce que les voitures électriques, elles, en consommeront 15%. Il faut bien comprendre, c'est que construire un réseau électrique, c'est lourd, mais c'est pas comme c'est collectif, c'est beaucoup moins compliqué que de construire les objets individuels, qui sont les voitures. En gros, tout ceci est faisable depuis 2035, d'ici 2035, pardon. Vous faites la même chose en mer, d'accord ? Alors, petite remarque, c'est faisable depuis 2035, mais en France, on n'y arrive pas parce que la majorité de la population... En fait, il y a des sondages hyper intéressants. 60% de la population française est pour l'installation d'éoliennes, 70% de la population française est contre l'installation d'éoliennes chez eux. Voilà. L'éolien terrestre, compliqué, 25 000 mâts à l'horizon 2050, donc 25 000 mâts, il y a 36 000 communes en France, je vous rappelle, d'accord, ça en fait un par commune. Donc grosso modo, aujourd'hui, tous les gens qui disent oui, on va faire ça dans le machin à côté, se gourrent. On va se bouffer des éoliennes partout en France, il n'y a pas le choix, d'accord. Donc, et ça va représenter 10% de la consommation de cuivre, parce qu'un des énormes problèmes du réseau éolien, c'est qu'il faut beaucoup plus de fils. Au lieu d'avoir une grosse centrale à un endroit, vous faites ça. Oh, concentrez-vous un peu, c'est important là. Troisième chose, les éoliens en mer. Pareil, très faible acceptabilité, les gens n'aiment pas trop voir le panorama. Ça, il n'y en a qu'une qui est faite en ce moment, qui est sur le plateau du Four, là, dans le sud Morbihan. C'est vrai que, moi qui connaissais ça avant, ça fait bizarre quand on y revient. Ça n'a pas la même tronche, quoi. Voilà, parce que c'est blau. Voilà. Et ensuite, deux trajectoires, le nucléaire historique qui revient, qui continue à garder 16 gigawatts. Et là, vous regardez les puissances installées quand même. Multiplié par 11 de soleil, multiplié par 3,3 l'éolien terrestre, 16 gigawatts en nucléaire. Vous voyez que 16 gigawatts, ça représente rien en fait en termes de mix. Et les nouveaux nucléaires qui va représenter 13 gigawatts. Donc 8 EPR au passage dans ces histoires-là. Donc en gros, contrairement à ce qu'on raconte, on va avoir une quantité de nucléaire qui va être relativement faible, qui va représenter à peu près 17% de l'énergie. C'est donc en fait en retrait par rapport à ce qu'il est maintenant. Là, il représente à peu près une vingtaine de pourcents de l'énergie totale consommée en France. Ensuite, on va avoir d'autres trucs, de l'importation, des biocarburants, etc., etc. Mais grosso modo, on a un effort absolument considérable à faire sur le sujet. D'accord ? En partie en faisant des mix énormes. Et même conclusion que tout à l'heure, toute personne qui vous raconte qu'on peut faire du nucléaire pour éviter les éoliens, ça ne marche pas. On ne peut pas construire autant de centrales à ce point-là. Toute personne qui vous raconte exactement le contraire, ça ne marche pas non plus. D'accord ? On ne peut pas faire que de l'éolien et que du solaire, ça ne marche pas. En particulier si vous voulez avoir une électricité permanente et surtout, il n'y a pas assez de puissance. D'accord ? Donc globalement, il faut faire la totale, plus la sobriété. Donc là, il est 12h06. Si vous avez des questions, j'ai plein de data derrière. Si vous avez des questions, il vaut mieux que vous les posiez maintenant, comme ça. Je vais chercher les transparents qui vous intéressent. Questions matériaux, questions... Voilà. La production d'électricité depuis très longtemps, c'est toujours la même chose, c'est on fait bouillir de l'eau. Il n'y a pas une autre méthode C'est pas la production d'électricité, c'est la conversion qui fait ça. Bah si, le photovoltaïque, c'est autre chose. Oui, mais quelque chose d'efficace. Parce que pour la fusion nucléaire, ça va être aussi... Attends, faire tourner une turbine pour produire de l'électricité, ça c'est extrêmement efficace, un rendement de 100%. Ce qui pose problème, c'est pas tellement le fait de tourner une turbine, c'est le fait de brûler des choses et de devoir le refroidir. Donc, les centrales thermiques, c'est 30% quoi qu'il arrive, que ce soit nucléaire ou machin chose. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas d'autre solution pour l'instant, en tout cas. Oui. Alors, mon premier conseil de base, c'est de faire ce que je suis en train de faire là. Organiser la formation générale de l'intégralité de la population sur le sujet. D'accord ? Pour que, grosso modo, ce problème soit pris au sérieux. Parce qu'en fait, en vrai, pour l'instant, le problème, il n'est pas pris au sérieux. Et tout ceci pour ensuite avoir des... Alors, il y a toujours deux optiques. Soit on pense politique, c'est-à-dire structure étatique, qui sont très longues à changer, tout simplement parce que les gens pour lesquels vous allez voter aujourd'hui sont essentiellement des gens formés dans 2 générations avant. Donc globalement, ils ne comprennent pas trop grand-chose. Et sont des gens filtrés par un tamis idéologique qui n'est pas forcément celui qui est actuel en ce moment. Soit taper, et c'est ce que font beaucoup les trucs comme le Shift Project, taper sur des gens comme vous.
des ingénieurs, des cadres intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui ont des pouvoirs décisionnels économiques beaucoup plus réactifs et qui sont beaucoup moins contraints par le tamis politique, globalement. Donc, grosso modo, pour moi, et ça, c'est une des premières provisions de Shift Project, c'est consacrer 1% du budget national à la formation de tous les élus sur le sujet. Tout simplement pour que, à un moment donné, les gens prennent des décisions. 1% du budget. C'est pas énorme, hein? Ouais, mais ça fait. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inculture générale du monde politique sur le sujet est extrêmement grave. Elle est grave parce que c'est un problème très grave. C'est ça, en fait. Ça, c'est ma première proposition. Après, pour le reste, c'est toujours le même truc, quoi. On a un effort collectif à faire, et donc un effort collectif à faire demande un rapport dialectique entre la fraction de la population qui pense qu'il faut faire un effort, et qui est convaincue qu'on peut le faire, et la réponse politique en face. D'accord? Je dis pas que c'est simple, hein. Pour le coup, tu vois, par exemple, si tu me demandes une consigne de vote, un, je t'en donnerai pas parce que c'est littéralement interdit par ma fonction, mais deux, de toute façon, je serais bien emmerdé quand même, dans le principe. Je pense qu'il y a des gens vraiment à éviter fortement parce que, pour ce que j'ai dit, mais dans le principe, aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui bouclent vraiment et qui font un truc cohérent, il n'y a pas, globalement. Oui. Avec la construction d'éoliennes, est-ce que c'est vrai que ça perturbe les oiseaux Les constructions éoliennes perturbent légèrement les oiseaux. On a quelques études sur eux. C'est pas hyper clair globalement l'impact sur le sujet. Oui. Donc si on en construit beaucoup, Si on en construit beaucoup, alors c'est toujours la même chose. On peut avoir cette discussion sur les éoliennes qui est la même que j'ai eu la semaine dernière sur le nucléaire et sa dangerosité. Il faut mettre tous les trucs au même plan. C'est-à-dire que si tu me dis, ouais, on va pas construire des éoliennes parce que ça perturbe les oiseaux, mais qu'en même temps, le développement urbain, ça ne gêne pas, le développement des voitures, ça ne gêne pas, le développement des routes, ça ne gêne pas, etc., bah écoute, construis des éoliennes, je veux dire. C'est-à-dire que les éoliennes ne sont pas... Par exemple, typiquement, un des trucs qui perturbent le plus les oiseaux, c'est les ponts, par exemple, les ponts suspendus. Bon, bah ça empêche personne de construire des ponts suspendus. Ça intéresse personne, on y va, quoi. Donc, quand on va commencer, pour moi, ce qui est important, c'est quand vous commencez à faire des comparaisons entre les... Toute production humaine va avoir des impacts négatifs sur la faune et la flore. Voilà. Donc, citer un impact négatif n'est jamais bon. La question, c'est par rapport aux bénéfices reçus ou par rapport à d'autres technologies qui font la même chose, c'est quoi l'arbitrage qu'on peut faire entre le bénéfice et les risques. Donc, oui, les éoliennes perturbent les oiseaux selon aucune forme de probabilité. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conversation sur le sujet. La question, c'est est-ce que c'est plus grave que l'intégralité? Par exemple, l'éclairage nocturne, tu vois, qui est un des trucs les plus graves pour les oiseaux. Et sur lesquels, mais tout le monde s'en fout, mais littéralement, je veux dire, globalement. Tu vois, je veux dire, tu prends une ville comme Paris, c'est allumé 24 sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il n'y a que les pigeons et les mouettes qui survivent, quoi. Voilà, ça marche. Oui, je t'écoute, Léo. Si on crée des matériaux avec de l'énergie, ça réduirait pas assez nos impacts carbone. Par exemple, si on crée du lithium à partir de... Le problème, c'est que tu crées. Ok, on va imaginer qu'on peut créer du lithium. Ça, c'est pas dur, c'est la réaction nucléaire standard. C'est de la fusion de l'hélium. Bon, voilà. Donc, déjà, on sait pas faire sans détruire toute la moitié de la planète, mais imaginons qu'on sache le faire. Il faut voir les énergies impliquées, en fait. Comment tu produis l'énergie pour faire ça? Avec de l'électricité, mais justement, le lithium sert à en consommer moins plus tard. Le lithium ne sert pas à produire de l'électricité. Non, on utilise l'électricité et les réactions chimiques pour créer du lithium. Oui. Et avec le lithium, on crée des voitures électriques pour consommer moins, enfin pour avoir une empreinte. Les rapports énergétiques, c'est pas du tout les mêmes. Classification d'IA, une voiture, ça, c'est une énergie extrêmement faible. C'est de la mécanique, c'est que dalle, ça. Là, l'énergie nucléaire, t'as un facteur 100 milliards entre les deux. Non, ridicule. Ouais. À un moment, on parlait je sais pas, de la fusion nucléaire, je sais pas, des atomes d'hydrogène dans La fusion nucléaire est quelque chose qui est probablement envisageable, mais pas à court terme. Non. On n'aura pas une... Alors, il faut être très clair. Aujourd'hui, la fusion nucléaire est à l'état de test dans les laboratoires avec des temps de stabilité qui se chiffrent en minutes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un prototype expérimental capable de faire tourner de la fusion nucléaire de façon durable. Le temps, je ne connais pas, mais le temps qu'on fasse ça, il va falloir 20 ans. Le temps qu'on fasse un prototype de centrale nucléaire, un truc qu'on peut construire, il va encore 20 ans. Le temps qu'on les construise, il faut 20 ans. Enfin voilà. Alors, avant Horizon 2100, la fusion nucléaire, c'est une mythologie. Or, on doit résoudre les problèmes d'ici 2050. Non, moi je ne dirais pas de centrale à fusion de mon vivant, ça c'est sûr. Vous probablement pas. Ouais. des fois, on tombe sur les réseaux ou autres sur sur des innovations nouvelles, sur des idées qui disent qu'il y a eu des innovations qui ont été rachetées par des entreprises de voitures pour empêcher la concurrence. Et
Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les innovations qui ont été rachetées par machin chose. Il s'avère que globalement, si on parle de la voiture à eau par exemple, c'est une mythologie. La voiture à eau n'existe pas parce que en fait, ça nuit le second principe de la thermodynamique. Donc, de toute façon, la voiture à eau, dire si Total est assez con pour assassiner un mec qui a racheté ses brevets, c'est qu'ils sont vraiment débiles et qu'il faudrait mieux qu'ils fassent un peu de physique plutôt qu'autre chose. Voilà. Par contre, aujourd'hui, les industries pétrolières, de manière très générale, en fait, développent d'autres technologies, mais il n'y a pas besoin de faire des théories du complot pour ça. Les industries pétrolières font du lobbyisme permanent pour que, grosso modo, en fait, on ne restreigne pas de façon réglementaire les exploitations de pétrole et la consommation de pétrole. Je veux dire, tu prends un des trucs les plus délirants de la dernière COP qui a eu lieu au Brésil, d'accord? La France qui a fait un discours larmoyant sur le fait que la COP n'est pas arrivée à un compromis, à un accord, machin et tout, et le pays qui a accrédité le plus de lobbyistes du secteur pétrolier. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres ou des théories du complot bizarres. Les lobbyistes arrivent, c'est des gens qui sont payés pour influencer les gouvernements, qui sont payés pour, grosso modo, faire ça. Au Parlement européen, il y a 10 fois plus de lobbyistes du monde pétrolier que du monde écologique de manière générale. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs bizarres, c'est juste des gens qui invitent les ministres, les députés, les machins à bouffer, qui sympathisent avec eux, qui leur promettent par ailleurs des carrières ultérieures. C'est du lobbyisme standard, légal, au vu et au su de tout le monde. C'est une mécanique qui existe en tout cas dans l'intégralité des institutions. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs. Il n'existe probablement pas. Il faut bien comprendre que la technologie, c'est une affaire collective. Donc, effectivement, dans des histoires au XVIIIe siècle, et peut-être qu'il existe un brevet de ouf que quelqu'un a racheté et a caché dans un coffre pour machin chose, ça n'existe plus au XXe siècle, ça, ni au XXIe. En gros, quand on invente un truc, il y a des millions de gens susceptibles d'inventer le même, à peu de choses près. Donc la capacité de capter une technologie absolument révolutionnaire qu'on aurait oubliée, c'est pas ça en fait. Le moteur électrique, par exemple, ça existe depuis les années 20, 1920. Sauf qu'en fait, on n'a pas de batterie transportable. Donc le moteur électrique, c'est un truc qui a été littéralement mis de côté parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autonomie. Et au fur et à mesure qu'on a découvert des matériaux pour des batteries transportables, moi par exemple, il y a 20 ans, je disais droit dans mes bottes que ça allait être très compliqué parce que ça me semblait impossible qu'une batterie puisse s'auto-transporter. Aujourd'hui, ma prédiction s'avère complètement fausse. Aujourd'hui, une trottinette électrique, vous avez une batterie qui se transporte toute seule. Voilà. Mais à l'époque, une batterie qui avait la même capacité, c'est des batteries de camion, enfin ça faisait 30 kg, enfin c'était des monstres quoi. Donc voilà l'idée. Toutes les technologies finissent par arriver sur le marché sans aucune forme de problème. Moi je ne crois pas trop à ce genre de choses. En fait, les compagnies pétrolières n'ont absolument pas besoin de faire des trucs bizarres. Enfin, mis à part des coups d'État en Amérique du Sud, mais ça, bon, on est au courant aussi. Globalement, mis à part ça, on n'a pas besoin de faire des trucs de théorie du complot pour assurer leurs intérêts propres. C'est du lobbyisme, voilà, ils font du lobbying primitif, quoi. Mohamed, t'avais une question? C'est bon, je t'écoute. Au niveau des réserves d'uranium pour le nucléaire, on risque pas d'avoir... Non, surtout avec les EPR, c'est absolument hallucinant. Ne serait-ce que pour les réserves que la France possède déjà en propre. On a déjà entre 1 et 2 siècles de réserve. Et avec les nouveaux EPR, on a en 400 à 500 ans pour voir venir. Donc l'uranium est là pour le coup, c'est plutôt cool. Ça marche bien. Si jamais on décidait d'aider l'Union, parce que nous déjà on vend de l'électricité à l'Union européenne. Tout à fait. Si jamais, parce que l'Union européenne a peu de centrales nucléaires, il me semble de mémoire. C'est vrai, tout à fait. Et donc, si jamais on décidait d'ouvrir notre parc nucléaire aux Européens, Non mais notre parc nucléaire est ouvert aux Européens. Oui. Il n'existe pas de parc électrique français. Il existe un réseau électrique européen qui, grosso modo, gère les flux électriques dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, les Allemands bouffent du nucléaire français, ils sont obligés. Voilà, il n'y a pas le choix. la plupart de la production elle est en France, et c'est une décision si on leur donne de la... On décide pas vraiment en fait. Il y a des accords bilatéraux dans tous les sens, on décide pas vraiment en fait. Les accords, on a bien vu avec Trump que les accords ça peut sauter. Oui, mais en Europe non, parce que ça a un intérêt extrêmement fort multipartite sur le sujet, quoi, globalement. Ça, c'est sûr que non. Si jamais on voulait fournir de l'électricité à tous nos partenaires européens, C'est ce qu'on fait déjà en fait, mais je veux dire intégralement. intégralement non. On n'aura pas déjà en France, on n'a pas la capacité. On n'a même pas la capacité de fournir l'intégralité de l'électricité française uniquement avec les parcs nucléaires. Donc ça, c'est 15% du problème. Donc non, ça non. Voilà. Je vous laisse partir. Vous avez envie de partir.